Nous allons continuer avec notre deuxième keynote. On continue sur le sujet du Open Banking, qui sera donc Corinna Fontaine, leader paiement et post-marché du groupe OnePoint. Et le sujet est Open Banking, levier naturel pour devenir tiers de confiance. Merci. Bonjour, donc je suis Corinna Fontaine, je fais partie du groupe OnePoint, je suis leader paiement et post-marché. Donc je remercie beaucoup pour l'invitation et l'occasion de vous parler aujourd'hui d'Open Banking et puis de faire un peu le lien avec tout ce qui vient d'être dit, à la fois sur les aspects réglementation, aspect data qui a été très bien expliqué par mon prédécesseur. Je vais commencer peut-être avec un dessin qui va vous faire rire, puisque effectivement, on peut synthétiser aujourd'hui que les banques sont face à des problématiques et qu'on part d'un constat que dans cette compétition et dans l'espace paiement particulièrement et services bancaires, les banques partent avec un sacré handicap. Vous voyez les trois boulets à leurs pieds. C'est l'infrastructure, c'est le process, c'est aussi tout ce qui est la partie fonctionnement IT, et le régulateur, il est là pour donner le départ ou pas. Et en phase 2, c'est tout l'écosystème qui est en train de se former, les fintech et les GAFA. Donc, je préfère démarrer le sujet Open Banking avec cette vision négative pour que vous voyez qu'à la fin, on est vraiment plein d'optimisme et d'opportunités dans le sujet. D'abord, je vais commencer avec un état des lieux un peu ce qui se passe dans l'espace européen. Nous sommes à Luxembourg, mais l'Europe, elle est vraiment aujourd'hui constituée par des grandes problématiques dans les services de paiement, parce qu'il y a beaucoup de ruptures, beaucoup de transformations. Donc, au-delà de toutes les pressions qui peuvent se faire sur les fonctionnalités, sur les prix, sur toute la partie de coûts de traitement, ce qui est demandé aux banques, ainsi que toute la croissance des échanges dans le contexte frontalier, on voit que les réglementations qui s'ajoutent aujourd'hui, que ce soit la GDPR ou la DSP2, amènent à banaliser les offres. Et il y a des tendances aussi qu'on observe dans l'organisation des banques d'une réinternalisation ou externalisation de certaines fonctions. Il y a aussi toute la partie, la lutte contre anti-blanchiment qui s'accroît parce que les acteurs sont de plus en plus multiples. Et puis, bien sûr, on ne peut pas ignorer toutes les offres qui sont aujourd'hui de plus en plus innovantes apportées par les fintech et les startups. Dans un contexte où les technologies sont très importantes, il devient vraiment la base de tout ce qui va se faire évoluer. Vous allez voir un peu quelques modèles ou le modèle de rupture qui se dessine dans le monde bancaire. Donc, on parle des technologies, intelligence artificielle, mais la blockchain aussi, et puis le cloud. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on voit un peu les choses plus en détail. Donc là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le marché est vraiment très concurrentiel en face de banque. Les concurrents, c'est les GAFA. Pourquoi? Puisque les GAFA, aujourd'hui, ils ont des moyens assez importants dans l'investissement qu'ils font, à la fois sur des solutions de paiement, aussi sur les offres. Les GAFA sont pour le moment pas assez dangereuses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une convergence. Ce qu'on parle de la convergence, c'est que d'un côté, ils ont peut-être des solutions, mais ils n'ont pas tout le marché, ils n'ont pas tout le client, ils n'ont pas tous les supports, ils ne sont pas encore régulés. Les fintech, en revanche, sont des acteurs très, très, très sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils apportent des offres vraiment disruptives, puisqu'ils ont compris le parcours client. Ils sont très proches des clients et ils sont en train de réaliser des offres qui sont vraiment très spécifiques, mais qui répondent à des besoins réels du client. Et puis, il y a aussi les assureurs qui font un peu de l'activité bancaire, parce que les banques font de l'assurance. Donc ça, c'est un peu tout l'environnement concurrentiel. Comme je disais tout à l'heure, il y a les nouvelles technologies qui doivent être intégrées dans les systèmes d'information, le cloud, l'intelligence artificielle, la big data, les blockchains. Et puis, on observe que des côtés clients, les exigences, elles ont complètement changé. Pourquoi? Puisque les clients aujourd'hui, ils confient leurs données gratuitement.
Donc, ils ont vraiment des exigences qui peuvent se décrire en 3 volets. Ils vont rechercher de plus en plus la transparence, ils ont besoin des offres rapides. Ils ont besoin d'un coût de service assez bas, même gratuit. Et puis, la relation client, elle est vraiment améliorée, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui sur les offres bancaires. Et à cela, ça s'ajoute l'environnement réglementaire qui est apporté par la DSP2 et qui ouvre ce marché de plus en plus à la concurrence, mais par le biais de réglementaires. C'est-à-dire que c'est une ouverture à la concurrence, mais qui oblige ces nouveaux acteurs de rentrer dans des cadres assez réglementaires que les banques maîtrisent très bien. C'est leur corps de compétences au-delà du service bancaire. Je vous propose un peu de faire un petit arrêt sur la DSP2 parce que nous sommes dans une période transitoire. La DSP2, pour ceux, je pense que vous le savez, mais on se rappelle, ça a été adopté par le Parlement européen en 2015. Ensuite, elle est applicable depuis 2018, janvier, transposée par chaque pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase transitoire parce que toutes les règles techniques associées à la DSP2 et l'arrêt du SMS va se faire au 14 septembre. Donc aujourd'hui, les banques ils sont un peu dans la course contre la montre pour appliquer tous ces RTS et surtout enlever le SMS. Ce qui est très important pour que tout cela soit réalisé, c'est que ça on verra plus tard, c'est que l'utilisation des API, qui est un peu imposée, doit être standard. C'est-à-dire qu'il faut que tout l'ensemble de la place bancaire doit adopter un standard reconnu par tous pour les API. Et on verra que ça, c'est pas facile. Donc il y a beaucoup sur le marché français, c'est la STET qui a la centrale de compensation qui va mettre à disposition de l'API standard, mais chaque pays a son approche. Donc la DSP2, on va se rappeler un peu, elle se base sur 4 piliers. C'est l'innovation avec l'ouverture et la réglementation des nouveaux entrants, parce qu'on leur demande de demander un statut ou d'agrégateur ou d'initiateur de paiement ou d'initiateur de carte. C'est aussi la sécurisation des échanges à travers l'adoption des API, qui sont des API standards, mais aussi pour l'initiateur des cartes de paiement, l'application de PCI DSS, qui est une directive qui s'applique particulièrement aux données véhiculées par la carte. Ensuite, c'est la réglementation qui sont les règles techniques à mettre en place et les accès qui sont sécurisés. Et bien sûr, le dernier, qu'en fait, c'est le plus important, c'est la protection client. Donc, on parle beaucoup à travers la DSP2 de tout ce qu'elle apporte de point de vue réglementation, qu'est-ce qu'il faut faire, partie technique, open banking, on va parler plus loin. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça sert aux clients, que nous sommes d'ailleurs. Donc, si on prend en compte tout ce qu'on a pu échanger jusque-là, on se rend compte que nous sommes un peu dans une période de rupture de point de vue des modèles bancaires. Jusque-là, les modèles bancaires ou les offres bancaires suivaient une cohérence économique globale. C'est-à-dire, je poussais une offre qui était globale à mon client. S'il n'avait pas besoin d'un chéquier, donc c'était une offre packagée, je poussais complètement. Et en fonction de chaque client, on utilisait ou pas une partie de l'offre. Aujourd'hui, les choses changent complètement. Donc, il faut sortir de cette logique-là. C'est pour ça qu'on est dans un point de rupture qui a commencé en 2018 et que nous, on pense que ça va aller jusqu'en 2020. Ce vieux modèle qui était basé sur une cohérence globale va commencer à perdurer parce que la banque, aujourd'hui, elle a à la fois des clients qu'on appelle digitaux, aussi non digitaux. Donc, le modèle va perdurer et, comme on dit, il va mourir de sa belle mort dans le temps. Par contre, il y a un nouveau modèle qui pointe du nez et qui est en train de se dessiner, et certaines banques commencent à réfléchir sérieusement, c'est qui est basé sur une cohérence économique dynamique.
C'est-à-dire, je veux converger des services, je veux devenir aussi un tiers de confiance, et on verra pourquoi l'open banking, c'est un des leviers qui permet cela. En tout cas, vous avez dans cette planche-là un peu les grands principes, les quelques principes qui mettent les bases de ce nouveau modèle. Et comme vous le voyez, le premier principe qui est à la base de ce modèle, c'est le client. Donc, il faut partir du besoin client. Et on se dirige aussi vers ce modèle qui est tout gratuit, faire valoir, et puis avoir des services tiers. Donc, c'est ça ce que nous observons. En France, nous avons un très bel exemple, c'est la Poste, qui a réussi à converger ses services, c'est-à-dire que en dehors d'amener les lettres dans les petits villages de l'Auvergne ou dans le Jura, on va parler aussi avec les gens qui habitent, qui sont la majorité, c'est des gens qui ont un certain âge, sont des seniors. On va apporter aussi de la chaleur, on va accompagner. Donc, on a un service qui se package d'ensemble. Tout ça, ça converge. On peut aussi, ce qu'on est en train de voir aussi pour certaines banques, la convergence des services peut passer aussi par, on ne vend plus un crédit, on va accompagner le client pour acheter une maison ou pour acheter une voiture. Mais quand on dit ça, on dit quoi? C'est que quand on va acheter une voiture, on ira jusqu'à déposer les clés avec l'assurance à clé. C'est-à-dire qu'on va assurer l'ensemble du parcours du client pour acquérir sa voiture ou pour acquérir sa maison. Donc, si on revient à notre sujet du jour qui est l'open banking et la DSP2, effectivement, ce qui oblige aujourd'hui les banques, c'est d'ouvrir leur système d'information pour le compte courant. Donc ça, c'est le socle principal. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut savoir qu'on adopte un modèle qu'on appelle un modèle interne à la banque traditionnelle, puisqu'elle peut étendre l'ouverture, c'est-à-dire la mise en place de ces API, mais sur ces systèmes internes, en devenant un tiers de confiance au sein du groupe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui vont se développer via les API. Pour développer via des API, il faut avoir les compétences, savoir-faire. Donc, au sein des groupes de banques, on voit un mouvement qui se crée, sur lequel ils vont créer des plateformes basées sur des API et qui permet à l'ensemble des équipes qui font partie du groupe de développer leurs projets. Donc, il devient un tiers de confiance sur l'apprentissage. C'est quoi l'urbanisation avec API? C'est quoi un système d'information apaisé? C'est quoi la donnée métier? Comment on va utiliser tout cela? Donc, si on a mis les bases, on peut aller plus loin, aller vers un deuxième modèle qu'on appelle le modèle mixte, qui va ouvrir une partie de ces données avec des API partenaires qui se basent sur un écosystème qui peut émerger d'une fintech, plusieurs fintech ou start-up. Donc là, on commence à se faire un peu de l'innovation grâce à un écosystème sur lequel on se base et on peut aller un peu plus vite. Et puis le troisième modèle, qui est le modèle open banking, c'est lui, ça permet, c'est-à-dire on va mettre en place tous les API publics qui vont accéder à toutes les données de la banque. Ce modèle-là, il est très important parce que c'est lui qui va permettre la convergence des services. Et au fait, on devient un tiers de confiance. Pourquoi? C'est parce qu'on va aider les écosystèmes qui vont très vite. On voit aujourd'hui les fintechs, l'investissement dans les fintechs se compte en milliards. L'investissement dans l'open banking cette année sur la place française, c'est des 12 millions. Donc, vous voyez un peu. Et puis, donc c'est une évolution incontournable. Donc, on ne peut pas parler de open banking si on n'aborde pas aussi l'aspect des API. On dit souvent que l'API, c'est très technique. Non, ce n'est pas technique. C'est vraiment une fonctionnalité, c'est une micro-fonctionnalité, c'est une façon de penser aussi. Donc, c'est levier vraiment pour innover.
pour ceux qui connaissent un peu plus, l'API, c'est une nouveauté du point de vue de nomination, mais ça existe depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est que c'est réglementé, que tout le monde va l'adopter et que la donnée va être véhiculée d'une certaine manière, parce qu'il y a les règles techniques qui l'associent. Donc, si on veut accompagner une banque vers l'open banking, on lui propose cette feuille de route. Donc, la feuille de route, ça part de la DSP2 qui devient le socle pour commencer à ouvrir son système d'information. Donc, ça, c'est incontournable, c'est obligatoire. Ensuite, il faut vraiment que la banque connaisse de plus en plus quel est l'écosystème qui peut l'accompagner dans l'innovation qu'elle va vouloir faire et comment elle va commencer à mettre en place de nouvelles offres. Donc ça, ce qu'on appelle, ça va être des partenariats FinTech qui devront se mettre en place. Ça peut passer par des partenariats, ça peut passer par des investissements, ça peut se passer par des labs. Bon, tout le monde fait un peu ça. La remarque que je fais souvent, c'est que ces plateformes de open banking et de API doivent être faites avec le métier. Si ça reste dans le giron des techniciens et d'architectes et des équipes DSI, elles ne seront jamais utilisées, puisqu'il faut amener les équipes métiers à comprendre comment ça fonctionne. Dans la suivante étape, une fois qu'on a commencé à ouvrir son système d'information pour mettre en place certaines offres, on doit penser à son modèle économique, comment la donnée va être consommée. Donc, on ne peut pas aller vers open banking si ce travail-là intermédiaire n'est pas fait, puisqu'après, on est dans une ouverture totale. Et ce qui est important, de savoir comment les données sont consommées, pourquoi elles sont consommées, à quelle fréquence. Et les modèles derrière sont très importants pour banque. C'est comme ça qu'on deviendra un vrai tiers de confiance. De toute façon, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que peu importe quel sera le timing, tôt ou plus tard, on ira vers l'open banking. C'est ça la cible. Il n'y a pas d'autre... Si on ne veut pas être dépassé, si on ne veut pas revenir à la première planche que je vous ai montrée au départ. Parce que sinon, on va rester sur la ligne de départ, on ne pourra pas avancer plus. Et puis les bénéfices, bien sûr, de se positionner en tant que tiers de confiance en étant une banque sont multiples parce que ça sert bien sûr aux clients, ils vont avoir des offres à valeur ajoutée, ils auront accès, les clients, à un marché qui sera très dynamique. Et puis, les offres vont être très personnalisées, ce qui attend chacun. Pour les régulateurs, c'est une très bonne opportunité, puisque les banques, aujourd'hui, elles travaillent, elles maîtrisent très bien tout ce qui est réglementaire et des projets, ce qui n'est pas le cas des FinTech. Donc, en se positionnant en tant que tiers de confiance, ça rassure et ça renforce le régulateur. Et puis, bien sûr que les FinTech, elles vont bénéficier d'une bonne donnée, parce que, comme disait mon collègue, ce qui détiennent aujourd'hui les banques, c'est la data, c'est une data fiable. Donc, avec l'ouverture de leur système d'information, les FinTech vont avoir accès à des données qui sont fiables. Donc, les offres vont être celles qu'attendent les clients. Donc, je finirai ainsi, c'est que si je serais une banque, j'aurais une démarche. On voit aujourd'hui que la démarche doit se faire top-down, c'est-à-dire que les dirigeants de banque doivent s'approprier toutes les particularités qui apportent à la fois le réglementaire, mais surtout le open banking. Les décisions ne pourront pas se prendre, ce n'est pas dans un flux de bottom-up, c'est surtout de top-down, avec une définition de la stratégie, dans quel modèle j'y vais, au-delà de SP2, est-ce que je suis un mixte, est-ce que je suis complètement ouvert, et avec qui, pourquoi, comment. Il faudrait aussi, du point de vue technologie, de savoir est-ce que j'utilise, au-delà de l'API, de la standardisation des API, est-ce que l'IA et la blockchain peuvent m'accompagner et sur quel cas d'usage. Ce qui est important aussi, c'est la partie cloud.
Et un troisième sujet qui n'est pas le moindre, c'est les compétences. On ne pourra jamais, on ne pourra pas enclencher cette transformation si les compétences ne sont pas là. Donc tout cela doit se faire selon 4 perspectives. Perspective client, perspective partenaire, innovation et opérationnelle. Merci beaucoup.